Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Dans cet épisode 47, je vais vous parler un peu plus de la thérapie d'alimentation intuitive. En fait, j'ai enregistré il y a quelque temps un épisode chez Rita Ezroura, qui a le podcast Parentale Clé, dans lequel elle m'a interrogée et je lui ai parlé de la thérapie d'alimentation intuitive. Puis nous avons aussi fait un épisode sur l'alimentation de l'enfant. Si vous ne les avez pas encore écoutés, foncez les découvrir. Alors encore une fois, c'est dans le podcast Parentale Clé. Et vraiment, c'est un podcast qui s'adresse essentiellement aux parents. Mais voilà, je pense que nous avons toutes et tous beaucoup de choses à y apprendre. Bref, en réécoutant le premier épisode que nous avons enregistré ensemble, dans lequel je développe un peu plus les 10 principes de l'alimentation intuitive, je me suis dit, mais en fait, sur mon propre podcast, je n'ai jamais fait d'épisode sur ce thème. Je n'ai jamais fait un condensé, en fait, un épisode récapitulatif qui va présenter la thérapie d'alimentation intuitive. Donc voilà, ça va être chose faite avec ce nouvel épisode. Et puis, j'espère qu'il vous plaira et que ça répondra à certaines questions que vous avez sur cette démarche que j'utilise dans mes accompagnements et plus particulièrement dans l'accompagnement Indépendance Cannelle, dans lequel j'allie les principes autour de la pleine conscience, dont je vous ai parlé dans un épisode précédent, et également les principes de la thérapie d'alimentation intuitive. Alors, la thérapie d'alimentation intuitive, on va dire que dans cet épisode, ça va être en bref, parce que c'est un sujet très vaste. Nous pourrions consacrer un épisode sur chacun de ces principes, un épisode sur les idées reçues, un épisode sur le processus thérapeutique. Bref, nous pourrions même faire toute une saison de podcast pour parler de la thérapie d'alimentation intuitive. Et ce que je voulais aussi vous dire avant de commencer à aller plus dans la théorie, c'est que je vais vous en parler telle que je la comprends aujourd'hui. Cela fait à peu près 1 an que je pratique cette approche. J'ai commencé par l'expérimenter sur moi-même parce que finalement, c'était intéressant de traverser ce processus-là parce que je ressentais aussi ce besoin, moi qui me sentais dans le travail que j'ai fait sur ma relation avec l'alimentation, encore très prisonnière de pensée de culture des régimes. On va y venir, même si je vous en ai déjà parlé de cette culture des régimes dans l'épisode sur la grossophobie. Et également, c'est en filigrane de nombreux épisodes que je vous ai déjà proposés. Mais en tout cas, je me sentais encore prisonnière de pensée, surtout de pensée de restriction. Et je trouvais ça tellement nouveau, en fait, ce que j'ai pu voir et comprendre dans cette approche, que j'ai voulu l'expérimenter et je continue à l'expérimenter moi-même pour le proposer ensuite aux clientes que j'accompagne. Donc voilà, ça fait environ 1 an que je traverse ce processus. Alors, une des choses très importantes, mais je vais y revenir à comprendre, c'est que c'est un processus thérapeutique. Ce n'est pas pour rien que je vous parle ici de thérapie d'alimentation intuitive. Pour moi, c'est vraiment important d'insister là-dessus. Ce n'est pas une méthode miracle, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un ensemble d'exercices qu'il faut enchaîner les uns après les autres. C'est pas un process qui se traverse petit A, petit B ou principe 1, principe 2, etc. Non, c'est vraiment un processus thérapeutique qui se traverse dans un ordre quand même, on va le voir avec les 10 principes, un petit peu cohérent parce que, et en particulier les derniers principes, il faut déjà avoir traversé quand même les étapes d'avant pour pouvoir
y accéder, enfin sans, c'est pas que vous gagnez des points et que vous avez le droit de, comme les niveaux, vous savez, dans les jeux vidéo, non, c'est pas ça, mais avoir développé une compréhension suffisante du reste du processus. Bref, c'est un peu flou là, je m'en rends bien compte, nous allons y arriver plus en détail. Alors, les fondatrices de cette approche, l'alimentation intuitive, ce sont deux nutritionnistes américaines qui s'appellent Evelyn Tribole et Elise Reich, qui se sont rendus compte, après des années à prescrire des régimes à leurs patients et patientes, eh bien qu'en fait ça ne fonctionnait pas. Parce que qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, des mois ou des années après, elles voyaient revenir les mêmes personnes qui étaient constamment en échec, qui reprenaient le poids qu'elles avaient perdu, voire un supplément derrière, qui au fil du temps et des régimes se dévaluaient de plus en plus, pensaient qu'elles n'avaient pas de volonté, que c'est elles qui ne savaient pas faire, elles ou eux qui ne savaient pas faire, pensaient qu'elles étaient des mauvaises personnes, qu'elles n'arriveraient jamais à rien, etc., etc. Et en fait, plutôt que de laisser ces personnes continuer à se remettre en question, elles se sont interrogées, elles, en fait, qu'est-ce qui cloche dans notre approche ? Qu'est-ce qui fait que le traitement que nous prescrivons, eh bien, il y a plus d'échecs que de réussites finalement, ce qui remet quand même en question le traitement prescrit. Hein. Si vous pensez à la façon, par exemple, dont sont évalués les traitements médicamenteux, je pense qu'avant la mise sur le marché, un traitement qui fonctionne aussi mal, il serait peut-être réévalué, ou peut-être qu'on y réfléchira à 2 fois avant de se dire « Ok, on va mettre sur le marché ce traitement parce qu'il y a 10% de réussite ». Non, en fait, on s'attend à ce qu'il y en ait un peu plus. Alors, je me méfie des chiffres, parce que en fait, je suis pas sûre que ce soit étayé, cette histoire. Vous savez, on entend souvent dire que 95% des régimes ne fonctionnent pas. J'ai moi-même pu le dire. Mais en fait, je ne sais pas trop sur quoi c'est fondé, ni si c'est fondé. Donc, nous savons que, et peut-être l'avez-vous vous-même vécu, moi je l'ai moi-même vécu, la plupart des régimes ne fonctionnent pas et nous font entrer dans une spirale, en fait, de yo-yo et une spirale, encore une fois, de dévalorisation de nous-mêmes. Donc, le fond du problème n'est pas résolu. Et en plus de ça, ces ratés successifs, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais ces échecs répétés vont vous faire entrer dans la spirale d'une relation troublée avec votre alimentation, qui fera que vous vous méfierez de tout ce que vous faites, vous ne saurez plus quand manger, quoi manger, quelle quantité manger, vous commencerez à ne plus vous fier qu'à des règles extérieures, à vouloir à vie suivre des règles et être complètement déconnecté de vous-même. Donc du coup, constatant ça, elles se sont dit, Evelyn Tribole et Elise Reich se sont dit, en fait, il faut trouver autre chose, en fait. Il faut créer autre chose. Et elles ont commencé à expérimenter et à élaborer cette théorie et cette pratique de la thérapie d'alimentation intuitive qui, depuis, a été validée par de nombreuses recherches. Dans leur manuel qui s'appelle l'alimentation intuitive et qui a été traduit en français il y a 1 an environ. Donc, vous pouvez vous procurer sans problème dans sa traduction française. Dans leur manuel, en fait, elles nous disent, il y a une liste d'études qui ont été faites, etc. au début du livre. N'hésitez pas à vous y référer si besoin. Donc, c'est vraiment une thérapie qui a fait ses preuves, qui est venue, contrairement au régime derrière, montrer qu'il y avait du succès et que les personnes qui traversaient ce processus en étant accompagnées par elle, puisque c'est ça qui est venu valider, arrivaient à retrouver une relation intuitive, sereine, apaisée avec leur alimentation. Et finalement, c'est vraiment ce qu'elles venaient chercher, ces personnes-là. Il y avait la question du poids, mais nous allons le voir dans les différents principes, c'est une question que nous allons devoir laisser de côté, en fait, ce contrôle intentionnel du poids, parce que la promesse, qu'est-ce que nous propose la thérapie d'alimentation intuitive, c'est de travailler sur notre relation avec l'alimentation, pour la retrouver telle qu'elle était au départ, finalement. Lorsque nous sommes nés, alors nous allons bientôt partager ici aussi avec Rita, toujours du podcast Parentalité, un épisode sur l'alimentation des enfants. Donc ça arrive, c'est pas le prochain épisode, mais celui d'après, donc ça arrive très vite. Donc
nous vous y expliquons que effectivement, les enfants à la naissance, ils ont cette intuition alimentaire. Ils savent exactement ce qui est bon pour eux, que ce soit au niveau de l'alimentation ou au niveau de beaucoup d'autres choses. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, en les guidant dans cet apprentissage-là, nous pouvons maladroitement, finalement, venir troubler cette relation. Bref, ce n'est pas le sujet. Revenons-en au principe de la thérapie d'alimentation intuitive. Et donc, vraiment, l'objectif, le but de cette thérapie, c'est de travailler la relation avec l'alimentation. Ce n'est en aucun cas avoir un contrôle intentionnel sur notre poids. Donc, méfiez-vous, si vous trouvez vous rencontrez des personnes qui vous promettent une perte de poids ou une prise de poids avec ce processus de l'alimentation intuitive, eh bien, méfiez-vous. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre parce que ça va venir vraiment en opposition avec l'un des principes et le premier de la thérapie d'alimentation intuitive. Donc, c'est un processus, encore une fois, qui va demander du temps. Ce n'est pas magique, je vous l'ai déjà dit. Pour certaines personnes, cela prendra quelques mois, une année, plusieurs années. Voilà, ça demande de la constance, de la persévérance, mais c'est pour un résultat, c'est un changement vital, j'ai envie de dire. C'est pour retrouver vraiment cet état initial où vous vous sentiez bien dans votre relation avec l'alimentation. Alors peut-être certains et certaines d'entre vous ne s'en souviennent même pas de quand ça date, cette relation qui était apaisée. Mais vraiment, c'est comme de faire J'allais dire de faire un reset, mais c'est même pas ça, parce que ça va impliquer, on le verra à la fin de cet épisode, peut-être d'autres transformations plus globales, en fait, dans votre vie, dans votre façon d'aborder les choses. Donc, venons-en aux 10 principes de l'alimentation intuitive, parce que je vois que ça fait déjà une dizaine de minutes que je vous parle, et je ne suis pas encore rentrée dans ces 10 principes. J'ai pas envie que cet épisode fasse des heures. Donc vraiment, je vais vous les résumer, nous allons les traverser, ça va être un condensé. Et puis, ma foi, peut-être que dans quelques temps, je ferai des épisodes spécifiques sur l'un ou l'autre de ces principes. Demandez-moi d'ailleurs ce qui vous intéresse le plus et que nous décortiquerons plus précisément. Donc, le premier principe, et pourquoi est-il en premier ? Parce que pour moi, c'est fondamental de travailler dessus. Au début, c'est le fondement en fait de cette thérapie d'alimentation intuitive et c'est aussi ce qui va faire la différence avec d'autres approches psycho-nutritionnelles, je ne sais plus comment ça se dit, mais ce que je veux dire, qui abordent la question de l'alimentation au niveau psychologique. Et ce principe, c'est de rejeter la mentalité des régimes. C'est donc finalement de comprendre en quoi les régimes ne sont pas la solution, en tout cas ne sont plus la solution. C'est un principe qui va vous demander de faire le deuil aussi du dernier régime. Et comme tout deuil, vous allez traverser des phases. Alors ce serait intéressant d'ailleurs de comparer avec les différentes étapes du deuil, mais en tout cas vous allez traverser des phases, en particulier de la colère, de la tristesse, le sentiment d'être abandonné, de ne plus savoir ce qu'il faut que vous fassiez, d'être complètement perdu. Mais vraiment, ça va être un indispensable, un prérequis finalement à l'ensemble du processus. Donc, rejeter cette mentalité de régime, ça va être aussi travailler sur toutes les pensées qui viennent vous ramener finalement vers la restriction, vers le contrôle, vers la mentalisation de votre alimentation. Et puis au niveau plus global, ça va être, et presque même sociétal, ça va être un travail sur la grossophobie que vous avez à propos des autres, à propos de vous-même, travailler sur tous ces biais que vous avez enquistés à l'intérieur de vous. Ça, je vous en ai plus parlé dans l'épisode qui parle de la grossophobie, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, je crois que c'est l'épisode 20, il me semble, et si je me trompe, j'en suis désolée. Mais il me semble que c'est le 20. Donc n'hésitez pas à aller le réécouter pour mieux comprendre en fait qu'est-ce que la grossophobie, comment elle s'est introjectée à l'intérieur de nous, comment elle s'est enquistée et comment nous devons pas après pas venir déconstruire toutes ces pensées-là, tous ces biais grossophobes. Donc c'est à la fois avoir conscience, prendre conscience et prendre cet engagement que le contrôle intentionnel du poids et de votre alimentation n'est pas la solution. Ça ne va pas fonctionner, ça n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et arrêtez de croire que ça va fonctionner un jour parce que non, ça ne fonctionnera pas. C'est en ça que je vous dis que c'est véritablement un deuil. Et c'est également ce travail sur toute cette grossophobie à l'intérieur de nous,
à déconstruire. C'est un principe qui va se poursuivre en filigrane pendant tout l'accompagnement. L'idée, quand je vous parle de ces 10 principes dans cet ordre-là, c'est parce qu'effectivement, il y a comme des prérequis, il y a comme, j'allais dire, le début de l'entonnoir ou entrée, enfin le début du chemin, ou plutôt, voilà, c'est comme si je voyais ces 10 principes comme 10 fils que vous allez commencer à tricoter l'un après l'autre, mais qui continueront à se tricoter au fur et à mesure, au fil des semaines, des mois et peut-être des années, en fait. Mais il y a quand même un ordre à traverser pour envisager le reste. Mais voilà, si vous attendez d'avoir déconstruit complètement toute cette mentalité de régime avant de passer à la suite, c'est dommage parce que ça va prendre du temps. Et puis en expérimentant les autres principes, vous allez continuer à travailler sur ces pensées de régime, sur tout ce qui vient vous dire et vous redire au fil du temps. Non, peut-être qu'il faudrait que tu reprennes le contrôle. Alors le deuxième principe, c'est celui d'honorer sa faim. Lorsque vous avez fait des nombreux régimes, vous êtes peut-être complètement déconnecté des sensations normales de faim. Ou alors, vous avez appris à les ignorer, à les mettre de côté, à penser peut-être même que c'est autre chose, ce glouglou dans votre estomac ou ce tiraillement à l'intérieur, là, ce creux dans votre ventre, à penser que c'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec la faim. Nous pouvons être très doués pour ça. Et du coup, honorer sa faim, ça va nécessiter déjà de pouvoir à nouveau connecter ces sensations-là, les reconnaître, les palper, même si c'est un petit peu bizarre comme mot, mais les ressentir à l'intérieur de vous. Donc c'est en ça que, par exemple, dans Indépendance Cannelle, nous travaillons, avant de commencer à travailler sur tous ces principes de la thérapie d'alimentation intuitive, sur la pleine conscience et en particulier travailler à reconnecter au niveau des sensations corporelles. Donc là aussi, c'est un travail qui se continue et qui prend du temps et qui est lui aussi en filigrane de tout le reste. Mais il n'empêche que honorer sa faim va passer aussi par reconnecter les sensations physiologiques de faim, les reconnaître, travailler dessus. Et puis, les honorer, ça veut dire ne plus être dans une restriction calorique, dans une restriction alimentaire et de répondre à chaque fois que ces sensations de faim sont là, d'y répondre, d'apporter du carburant à votre corps qui, lorsque vous avez faim, n'a pas forcément besoin d'eau. Vous connaissez, j'imagine, ce truc de c'est pas l'heure de manger, bon allez, je vais boire un thé, comme ça va me couper la faim et puis je pourrais attendre qu'il soit l'heure, vraiment l'heure que je mange. Mais en fait, le thé, ça n'apporte pas de nutriments. Donc, si votre corps réclame des nutriments et que vous lui apportez du thé, ça ne va pas répondre à ses besoins. Ça ne va pas venir honorer votre faim. Est-ce que lorsque vous avez soif, vous mangez un biscuit ? Non, quand vous avez soif, vous allez boire un thé, par exemple, ou un verre d'eau. Eh bien, quand vous avez faim, quelle est la meilleure réponse à apporter à votre corps ? Eh bien, c'est de manger. Donc, les expériences que je vais pouvoir vous proposer, ça va être éventuellement, au début, d'aller répondre systématiquement, en tout cas si votre organisation le permet, à cette faim. Et puis d'expérimenter, de voir, ok, tiens, là, j'ai faim. Bon, je savais pas que je pouvais avoir faim à cette heure-là. Même si j'ai mangé il y a une demi-heure ou un quart d'heure ou 3 heures ou 10 heures, eh bien, je vais manger. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je vais manger cet aliment-là, qui me fait envie. On en parlera juste après, dans le 3e principe des envies de manger. Je vais honorer ma faim, je vais manger, puis je vais voir ce que ça donne et combien de temps après, j'ai à nouveau faim, en fait. Donc, c'est vraiment ces expériences-là et aussi ce travail sur les pensées, parce que là, la mentalité de régime, elle peut revenir, vous dire, par exemple, comme je disais juste avant, quoi, mais ça fait une demi-heure que tu as mangé, là, tu devrais pas avoir faim. Ou alors, tiens, quand même, là, ça fait 5 heures que j'ai pas mangé, peut-être je devrais avoir faim. Alors, là, il y a un travail qui peut être intéressant si vous avez vraiment déconnecté vos signaux de faim, de commencer par mettre une régularité un peu théorique sur les prises alimentaires et de ne pas attendre plus de 5-6 heures en fait pour remanger. Mais ça, voilà, on en parle plus en détail dans l'accompagnement. Ensuite, le 3e principe, c'est celui de faire la paix avec la nourriture. Faire la paix avec la nourriture, ça nécessite de finalement mettre tous les aliments au même niveau. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que
Ils ont tous les mêmes propriétés nutritionnelles, que tous les aliments sont égaux, que une chips c'est la même chose qu'une orange, qu'une plaque de chocolat au lait c'est la même chose qu'une pomme. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Quand je parle d'aliments tous égaux, c'est dans l'affection que vous allez leur porter. C'est dans l'attirance qu'ils vont avoir sur vous, l'influence. Alors, ça veut pas dire que vous devez avoir le même goût pour tous les aliments et qui vous apportent tous le même plaisir. On va en parler juste après, un petit peu plus loin du plaisir, mais vraiment de faire baisser en fait cette culpabilité qui va vous dire que un aliment est plus digne finalement d'être mangé qu'un autre. C'est finalement de vous dire que vous n'êtes pas plus vertueuse, vous n'avez pas plus de valeur parce que vous prenez au restaurant une salade plutôt qu'une pizza. Eh bien non, en fait, on s'en fiche de ça. Si vous avez envie de manger une salade parce que, je sais pas moi, en regardant la carte, c'est le plat qui vous fait le plus envie, prenez votre salade. Et si en regardant la carte, c'est la pizza qui vous fait le plus envie, prenez la pizza. En fait, faire la paix avec la nourriture, c'est, en plus de vous donner la permission inconditionnelle de manger, qui va avec cette paix qu'on fait avec la nourriture, et avec le fait d'honorer sa faim aussi, cette permission inconditionnelle de manger, dans inconditionnel, qu'est-ce que vous entendez ? Sans condition. Donc, sans hiérarchie dans les aliments, sans vous dire celui-là est meilleur que celui-là. Là encore, nous pourrions développer, mais j'espère que c'est suffisamment clair en allant un petit peu vite comme ça. Le 4e principe, c'est celui de défier la police de la nourriture. Qu'est-ce que c'est que cette police de la nourriture ? Ce sont toutes les voix à l'intérieur de notre tête qui viennent nous dire « tu devrais faire ci, tu ne devrais pas faire ça, ça, t'en as déjà mangé hier, c'est peut-être pas une bonne idée d'en remanger, oh là, mais t'as vu, là, en ce moment, c'est peut-être pas bon pour toi, etc. » Ou des vertus sur les aliments. Par exemple, oh là là, mais ça, c'est pas sain du tout, cet aliment-là, ne le mange pas. Vous voyez, qui va venir juger tout ce que vous faites, qui va venir aussi vous donner des conseils. On peut les avoir là aussi complètement internalisés, ces conseils nutritionnels, donc tout ce que nous avons lu, entendu, que nous devrions faire ou pas. Voilà, c'est vraiment cette bagarre à l'intérieur de nous. Ce sont toutes ces voix qui viennent nous dire quoi faire ou ne pas faire. Donc défier cette police-là, ça va venir vous mettre parfois en position un petit peu de rebelle. Les auteurs de l'alimentation intuitive parlent de la voix de la rebelle des régimes. C'est ce côté-là aussi qui peut être, dans le rejet de la modalité de régime, un peu en colère aussi. Et puis du coup, qui va dire « Ah, nanana, moi j'ai dit que je pouvais manger ça, alors j'en mange. Toi, cette part-là de moi, elle me dit « Tu devrais pas. » Puisque c'est comme ça, moi je le fais. Vous voyez, c'est ce que moi j'appelle aussi parfois le côté ado, en fait. Ce côté-là qui va venir, se rebeller. Donc il y a différentes voies qui nous servent ou nous desservent dans cette police de la nourriture. Et l'intention, elle est vraiment petit à petit de suivre des voies plus bienveillantes envers nous-mêmes. Des voies qui vont peut-être venir nous dire « Oh, mais là, je sais que si je mange cet aliment-là, je vais peut-être avoir un petit peu mal au ventre parce que je l'ai expérimenté déjà. Donc, je peux me dire que, bon, c'est peut-être pas une bonne idée en ce moment pour moi de manger cet aliment-là. » Ça va être vraiment des voies plus vertueuses. Alors, j'ai envie de partager avec vous parce que ça nous a beaucoup fait rire avec mes clientes lors d'un groupe, puisque dans Indépendance Cannelle, nous nous voyons en live un lundi soir sur 2 et nous parlions de la police de la nourriture et l'une de mes cliente a eu cette image de, vous savez, le petit camion du cirque là, avec l'espèce d'hygiaphone qu'il y a sur le toit et qui vient annoncer le cirque dans la ville avec son petit camion. Et elle voyait vraiment cette police-là comme ce petit camion du cirque qui est là. Attention, vous ne devez pas manger cet aliment. Enfin, vous voyez le truc. Et du coup, ça nous est resté. Et maintenant, à chaque fois, nous repensons à ce petit camion du cirque. Donc, la police de la nourriture, c'est le petit camion du cirque. Mais petit à petit, ça va aussi devenir des voies plus alliées, plus bienveillantes avec vous-même au fil du temps et du processus. Le 5e principe vous propose de découvrir la satisfaction. Ici, nous allons parler et ressentir de nouveau le plaisir dans l'alimentation.
Lorsque nous faisons de nombreux régimes, ce plaisir, il peut être mis au second plan parce que il faut plutôt manger ça, c'est meilleur pour ma santé, c'est meilleur pour ma ligne, c'est meilleur pour perdre du poids. Donc, je reprends mon exemple du restaurant tout à l'heure, si j'ai envie de cette pizza, non, je la prendrai pas. Je prendrai cette salade parce que c'est meilleur pour moi. Est-ce que le plaisir, il sera au rendez-vous ? Peut-être parce que je me dirais « Ah, j'ai été vraiment sage et je suis fière de moi ». Mais est-ce que ce serait un plaisir gustatif ? Ou alors, je pense que nombreuses et nombreux d'entre nous ont vécu cette expérience-là, d'avoir très envie de manger un biscuit à un moment de la journée, de faire une pause, de manger un biscuit. Et puis se dire non, c'est pas bien, je ne dois pas manger de biscuit, je vais manger une pomme. Si c'est d'un biscuit dont j'ai envie, manger une pomme, ça va pas du tout m'apporter de plaisir et de satisfaction. Et du coup, peut-être que je vais manger une deuxième de pomme parce que j'aurai toujours cette envie de manger, j'aurai toujours ce besoin d'être satisfaite en fait. Qu'est-ce qui va se passer après cette deuxième pomme ? Peut-être que je vais manger un biscuit. Et puis peut-être que comme je rentrerai dans la spirale du foutu pour foutu, je vais manger tout le paquet. Peut-être que je vais mal me sentir après. Alors, si je suis dans une spirale de culpabilité, entre autres parce que je me sentirais coupable, mais lorsque j'écoute mes sensations corporelles, je me sentirais pas bien. J'aurais peut-être mal au ventre, je serais écœurée, ce sera pas génial. Alors que peut-être que si j'avais suivi cette envie, et c'est dans cette partie-là que nous parlons aussi des envies de manger, je vous ai proposé un épisode sur ce thème il y a quelques temps, je sais plus s'il y a 15 jours, au rythme où je sors les épisodes, mais c'était l'épisode 43 où je vous ai parlé de la faim et des envies de manger. Je vous avais donné, je crois d'ailleurs, cet exemple avec le paquet de biscuits. En fait, ça va être complètement contre-productif. Donc, le fait d'être satisfait, c'est aussi ça, ressentir du plaisir. C'est aussi ça qui va nous indiquer à quel moment nous allons arrêter de manger. Nous allons venir juste après à la satiété, mais ces deux principes, pour moi, sont intimement liés parce que qu'est-ce qui me fait arrêter de manger ? C'est certes ma satiété, donc satiété, c'est l'absence de faim, une fois qu'il n'y a plus de faim, mais c'est aussi le fait d'être satisfait. J'aime bien ce mot de repu, je sais pas, peut-être que pour vous il sonne différemment, mais pour moi le fait d'être repu, vous savez comme ces bébés là, qui sont, ces nourrissons quand ils ont fini de téter et qui sont comme ça un petit peu à moitié endormis, qui sont repus, qui sont, on sent qu'ils sont bien, qui sont dans le plaisir, ils sont satisfaits. Vraiment c'est cet état-là en fait que nous recherchons et dont nous avons besoin, aussi pour nous dire qu'il est temps d'arrêter. Et un exercice intéressant par rapport à ce travail sur la satisfaction pendant les repas, ça peut être de temps en temps de se reconnecter à ces sensations de plaisir, ces sensations de plaisir gustatif. Et vous noterez qu'à un moment, il n'y a plus tant de plaisir en fait à manger l'aliment que je suis en train de manger. Et c'est peut-être le signe qu'il est temps d'arrêter parce que la satisfaction est là. La satiété, donc, c'est le 6e principe de ressentir la satiété. La satiété, c'est quoi ? Je vous le disais juste avant, c'est le fait de ne plus avoir faim, finalement. C'est l'absence de faim, c'est le fait d'avoir répondu aux besoins physiologiques du corps et de sentir son estomac rempli à sa juste mesure, j'ai envie de dire. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille aussi un peu par essai-erreur, en allant trop loin à certains moments, pas assez à d'autres, en regardant, en observant, en documentant. Je propose à cette étape-là, généralement à mes clientes, dans l'accompagnement des dépendance cannelle, de tenir comme un journal, le journal de la faim, de la satiété, de voir avec un guide qui est aussi proposé dans le manuel de l'alimentation intuitive, une sorte d'échelle d'observation de la faim et de la satiété, et de documenter, d'explorer en fait, d'observer, d'explorer pour apprendre à mieux se connaître. Alors, je fais une petite parenthèse là, mais peut-être que vous vous dites là, Anne, tu nous parles d'alimentation intuitive, mais c'est pas si intuitif que ça là, parce que tu nous dis de documenter, d'observer, de faire des expériences. Et effectivement, c'est une des étapes du processus. Ça va être presque, ça va sembler contre-intuitif parce que on va être beaucoup en train d'observer, beaucoup en train de focaliser. Mais vous remarquerez peut-être que ça n'a rien à voir avec la focalisation que vous mettiez derrière. Avant, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la focalisation que vous mettiez avant et dans laquelle vous étiez dans l'obsessionnel, en fait, de je dois, je ne dois pas, et toutes ces pensées de régime, en fait, qui guidaient vos actions. Là, c'est une exploration bien plus vertueuse. C'est une exploration qui vous reconnecte à vous et qui vous permet de mieux vous connaître pour au final, au fil du temps, des expériences, du processus,
faire que ça devienne quelque chose de naturel en fait et de plus en plus intuitif. Donc oui, thérapie d'alimentation intuitive pour retrouver cette intuition, mais ça va passer par quelque chose qui peut sembler complètement contre-intuitif, mais qui va nécessiter de vous observer, de vous espionner, c'est le mot qui venait d'explorer, de vous observer en ayant développé aussi ce moi observateur dont je vous parlais dans l'épisode sur la pleine conscience qui est sorti lui aussi il y a quelque temps, l'épisode 41. Donc, le 7e principe va parler d'intégrer vos émotions avec bienveillance. Ça, alors, là aussi, il y aurait énormément de choses à dire. Intégrer ses émotions avec bienveillance, c'est déjà se dire que c'est normal de ressentir des émotions, c'est de comprendre que les émotions, agréables ou désagréables, sont là, nous traversent, ce sont des vagues inexorables que nous ne pouvons pas supprimer et la meilleure chose, entre guillemets, que nous avons à faire finalement, c'est d'apprendre à les accueillir, c'est d'apprendre à nous laisser traverser par elles sans être complètement paniqués, sans nous laisser envahir. Donc, lorsque nous commençons dans Indépendance Cannelle par travailler sur la pleine conscience, je vous propose de développer dans cette part de vous qui observe cet accueil des émotions au niveau corporel, au niveau aussi des pensées, au niveau de ce qui se passe dans votre tête. Et puis, lorsque nous en reparlons à travers le processus d'alimentation intuitive, il va s'agir finalement déjà de comprendre que manger pour des raisons émotionnelles, ce n'est pas grave. Et d'accepter en fait que c'est un des moyens qui existent de traverser vos émotions, d'accueillir vos émotions. Et peut-être que c'est le moyen que jusque aujourd'hui vous avez trouvé un petit peu comme un unique moyen parce que vous n'aviez pas d'autres ressources et vous avez fait du mieux que vous pouviez jusque-là, jusqu'ici. Et peut-être que vous vous dites, mais il faut que je me débarrasse de ça. On entend là aussi parfois certains programmes qui vous proposent d'éradiquer l'alimentation émotionnelle. Donc c'est vu comme quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Il ne faudrait plus manger pour des raisons émotionnelles. Il ne faudrait plus avoir d'envie de manger émotionnel. Non, en fait. C'est un moyen qui fonctionne très bien et vous pouvez faire le choix de l'utiliser ou vous pouvez vous rendre compte qu'à certains moments, vous n'arrivez pas à faire autrement et c'est pas grave. N'allez pas rajouter une deuxième couche de culpabilité en fait là-dessus parce que c'est ça finalement qui crée une spirale qui rend l'alimentation émotionnelle difficile et peut-être j'allais dire toxique, le mot est pas ajusté mais problématique. Avec tous les guillemets possibles autour de ça. C'est cette spirale où soit vous mangez pour des raisons émotionnelles sans vous en rendre compte, en fait, vous n'avez jamais fait le rapprochement avec vos émotions, vous constatez juste que régulièrement, vous vous retrouvez à vider votre placard ou votre frigo ou les deux sans comprendre ce qui s'est passé. Alors là, je fais une nouvelle parenthèse, c'est important, avant de penser aux raisons émotionnelles, d'aller vérifier qu'il ne s'agit pas de restrictions physiologiques, parce que si vous enchaînez les périodes de restriction physiologique où vous ne mangez pas suffisamment, c'est normal que votre corps vous réclame à certains moments de manger beaucoup et que ça déclenche des compulsions. Mais si vous repérez, vous n'êtes pas en restriction calorique et il y a vraiment un lien avec les émotions, peut-être vous en étiez pas rendu compte jusque-là. Et c'est ok, c'est pas grave en fait. Le principal, c'est de faire un premier pas, d'essayer de comprendre et d'avancer. Donc, peut-être que c'est ça, ou peut-être que vous vous rendez compte après coup, en fait, que c'est systématiquement le moyen que vous trouvez parce que vous n'en connaissez aujourd'hui pas d'autres. Donc, notre travail ici, il va être d'identifier un petit peu ce qui se passe, de voir à quel moment c'est problématique ou pas. Peut-être vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si problématique que ça, ou alors vous rendre compte que c'est ok, c'est un moyen que vous utilisez, et puis finalement, c'est pas grave. Mais peut-être que vous allez avoir envie de diversifier les façons d'accueillir vos émotions, de traverser vos émotions. Et là, on va venir en parler ensemble et là, on va venir y travailler. Le 8e principe, c'est celui de respecter son corps. Rien que le titre, je pense que c'est tout dit. Ici, nous ne sommes pas en train de vous dire il faut aimer votre corps inconditionnellement dans toutes ses parties, il faut absolument le voir comme merveilleux, etc. Non.
L'idée, c'est vraiment dans ce respect de venir l'honorer. On aurait peut-être pu mettre ça aussi, mais l'honorer dans le sens, ce véhicule qui me permet d'être ici, aujourd'hui, sur cette terre et d'accomplir tout ce que j'ai à accomplir. Ce corps, il est merveilleux. Plusieurs d'entre vous, dans les témoignages du podcast, ont réalisé ça, par exemple, lors d'une grossesse et de la naissance d'un enfant. Ou peut-être que vous l'expérimentez au travers d'une épreuve physique, que ce soit au niveau du sport ou d'une maladie que vous avez traversée. Tout ce qu'il vous a permis de faire jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il va vous permettre de faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de votre vie, c'est vraiment de retrouver cette intention-là, d'être dans le respect de cette machine extraordinaire qu'est votre corps. Respecter son corps, si je devais le résumer, et c'est un peu l'exercice ici, même si j'ai du mal, je vois que le temps continue à filer, c'est vraiment ça, respecter, honorer ce corps qui est là, qui me rend tous ses services au quotidien. Le 9e principe de la thérapie d'alimentation intuitive, c'est le mouvement, ressentir la différence. Il va s'agir d'être dans un mouvement bienveillant pour votre corps, d'un mouvement respectueux. Et petit à petit, pour peut-être vous qui êtes fâché avec le sport et le mouvement, ou qui voyez le sport comme quelque chose, c'est ça, d'horrible, parce que peut-être comme moi, vous avez eu des expériences épouvantables à l'école ou au collège, vous vous êtes jamais considéré comme sportif ou sportive, vous dites « Ah mais c'est pas pour moi, ce sera jamais pour moi ». Ici, on va parler de mouvement. Et ça, Camille, que j'avais invitée sur le podcast dans un épisode il y a quelques temps, j'ai plus le numéro là sous les yeux, mais il nous avait parlé vraiment de ressentir la différence avec ce mouvement intuitif. N'hésitez pas à retourner écouter l'épisode du podcast. Et je pense que Camille va intervenir aussi dans l'accompagnement pour venir nous parler du mouvement intuitif, du mouvement qui vient honorer encore une fois notre corps dans toutes ses dimensions merveilleuses et fonctionnelles. Le 10e et dernier principe, c'est celui d'honorer sa santé avec la nutrition bienveillante. Et ce n'est pas pour rien qu'il arrive à la fin. Parce que une des idées reçues qu'on a sur la thérapie d'alimentation intuitive, surtout lorsqu'on parle de faire la paix avec la nourriture, d'honorer sa faim et de manger d'une manière inconditionnelle par rapport à ses envies, eh bien, on peut avoir cette croyance qu'on va se mettre à faire n'importe quoi, à manger du chocolat toute la journée pendant des jours, à, je sais pas moi, avoir une santé complètement dégradée, à manger que des McDo ou j'en sais rien. Bah oui, peut-être ça va arriver, je sais pas, pendant une journée, 2 journées, parce qu'enfin vous vous donnez la permission inconditionnelle de manger quel que soit l'aliment qui vous fait envie. Mais au bout d'un moment, vous en aurez marre, en fait. Vous serez écœuré. Je vous mets au défi de manger du chocolat toute la journée pendant plus d'une journée. Bon, vous viendrez me raconter ce qui se passe, en fait. C'est une expérience intéressante à faire, manger inconditionnellement du chocolat pendant toute une journée. Et en fait, d'avoir ces aliments en permanence disponibles autour de vous et non plus diabolisés, va faire que vous remarquerez au bout d'un moment, mais je vous assure que ça finira par arriver. Vraiment, ayez confiance quand je vous dis ça. Au bout d'un moment, vous remarquerez qu'ils sont dans votre placard et vous y pensez même plus, en fait. Et honorer sa santé avec la nutrition bienveillante, ça va être aussi de pouvoir petit à petit, en reconnectant à ces signaux corporels, repérer quels aliments vont mieux me convenir à tel moment de la journée, à tel moment de la semaine, à tel moment de mon cycle, peut-être si vous êtes une personne qui a des cycles menstruels, à ce moment-là de ma vie peut-être, ou par rapport aux activités que je vais avoir à faire, ou par rapport à la prochaine fois que je vais manger. Je vais peut-être anticiper par exemple et me dire tiens, je vais peut-être manger assez tard ce midi, donc ce serait peut-être une bonne idée ce matin, même si j'ai pas très faim, que je mange un petit peu plus que la faim que j'ai tout de suite, pour ne pas avoir un gros creux dans l'estomac en plein milieu de la matinée et d'engueuler tous mes collègues de travail. Donc vous voyez, honorer sa santé avec la nutrition bienveillante, c'est vraiment déjà honorer son propre corps, là encore, honorer ce qui nous fait du bien et faire des choix alimentaires en fonction de ce qui va être bon pour nous et bon pour notre santé. Et ça arrive à la fin parce que ça demande d'avoir déconstruit toutes ces pensées de régime, toutes ces injonctions que vous avez internalisées depuis tellement de temps, tellement d'années, que retrouver ce qui est réellement bon pour vous par rapport à ces indicateurs au niveau nutritionnel, ça va demander du temps et ça va demander de la patience. Alors, se libérer des pensées, des obsessions à propos de la nourriture,
Ça va être un processus qui, encore une fois, qui va vous demander de la patience, mais qui va aussi ouvrir tellement de possibles. L'intention, comme je vous le disais au départ, c'est de retrouver une alimentation sereine avec la nourriture, mais c'est aussi de faire baisser tout ce brouhaha qui était à l'intérieur de votre cerveau, toute la place que ça prenait en fait, tant au niveau de votre alimentation qu'au niveau de l'aspect de votre corps, au niveau de, je sais pas, la taille de vos vêtements, tous les indicateurs au niveau du poids. Tout ça en fait, ce sera même plus un sujet, ce sera devenu des non-sujets. Et du coup, ça va laisser beaucoup de place pour accomplir tout ce qui est important pour vous et qui n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de votre vie le jour où... Alors, il y a un exercice dans la thérapie ACT qui peut paraître un petit peu challengeant, qui est de qu'est-ce que j'ai envie de voir noter sur ma pierre tombale ou sur, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Si on devait rendre hommage à ma vie, en fait, entière, le jour de ma mort, qu'est-ce que j'aimerais que ce dont les personnes se souviennent? J'aimerais qu'elles se souviennent de quoi? Elle a fait plein de régimes, elle a réussi à contrôler son poids toute sa vie et à avoir une silhouette que tout le monde lui enviait. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie que les personnes se souviennent le jour de votre mort? Peut-être vous avez énormément d'autres choses à accomplir en fait. Peut-être ce ne sont pas des choses qui vont transformer le monde, mais peut-être que ça transformera votre monde à vous. Et c'est ça qui est important, en tout cas à mon sens. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode. Je pense qu'il est déjà suffisamment long. Encore une fois, c'était un exercice pas évident pour moi de synthétiser tout ça. Je suis aussi avec mes connaissances du processus au jour où j'enregistre ce podcast. Donc, nous sommes en mars 2022. Je vous enregistre, il va paraître un peu plus tard, mais je vous enregistre ce podcast en mars 2022. Ça évoluera sans doute. Nous reprendrons ensemble certains de ces principes si vous le souhaitez. N'hésitez pas à venir me le dire, soit en commentaire sur le blog, soit en message privé sur Instagram. Quels sont les principes qui vous parlent le plus, lesquels vous souhaiteriez que nous développions ici sur le podcast. Et puis je vais vous laisser pour aujourd'hui, vous souhaiter une bonne fin de journée, vous dire à très bientôt dans un prochain épisode et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de partager cet épisode et tous les autres épisodes du podcast avec d'autres personnes pour qui ce serait utile et je vous dis à très vite.